Merci beaucoup, chers panélistes. Merci de les applaudir encore parce que... Voilà. Merci également au public pour votre attention particulière. À travers ce panel, nous avons vu la place déterminante qu'occupe aujourd'hui la digitalisation et la télémédecine donc dans la pratique quotidienne de la médecine. Pendant que la séance photo continue, nous allons prier déjà l'équipe qui est constituée pour la troisième table ronde de s'apprêter. Nous changeons rapidement de registre pour aborder un sujet très sensible. Très sensible qu'il soit, ça coûte aujourd'hui de temps, de l'énergie, de l'argent pour les structures, que ce soit privé ou public. Le secteur de la santé, face à un conflit, est fragilisé. Et donc, c'est dans ce cadre que lors de cette troisième table ronde, nous allons avoir une équipe qui va nous offrir une prestation sur la médiation. Donc, cette table ronde porte pour thème la médiation comme un mode de règlement des conflits dans le secteur sanitaire privé. Pour ce faire, je prie le docteur Philippe Johnson de bien vouloir rejoindre le podium. Dr Johnson, il est médecin chirurgien. Je vous prie de l'ovationner afin de l'accompagner sur le podium. Je prie également Dr Gipsy Agavo-Edo. Il est médecin, traumatologue, orthopédiste. Je prie également M. Florentin Savy. Florentin Savy, nous rappelons qu'il est gestionnaire, auditeur. Veuillez bien vouloir l'ovationner pour l'accompagner sur le podium. J'arrive. Nous prions également Mme Adam Soke-Stéphie. Adam Soke-Stéphie, elle est juriste. Merci de l'ovationner également pour rejoindre le podium. Lors de cette table ronde, le docteur Johnson sera le modérateur, puis Mme Adam Soke pour faire le rapport. Nous voulons rappeler que tous ils sont des médiateurs certifiés. Donc, voilà la raison pour laquelle il constitue une équipe tout à l'heure pour nous parler sur la médiation. Je vous laisse la parole, Dr Johnson. Allô? Les problèmes commencent là. Hein? Les problèmes commencent. Bien. Bonsoir à tout le monde. Le temps avance. Il est presque avancé, je dirais. Et on vient parler des règlements de conflits. On vient parler de problèmes. C'est sûr que dans cette salle, nous avons tous eu à gérer des conflits. Ou bien qui n'a jamais eu de conflit ou vécu un conflit. Il y en a tout le temps, même avec soi-même, on est parfois en conflit perpétuel avec soi-même. Hein? On gère les conflits. Mais qui a été, dans la gestion d'un conflit, été satisfait du règlement de ce conflit? Ce n'est pas aussi souvent le cas. On n'est pas souvent heureux de l'aboutissement, n'est-ce pas, de comment évolue ce conflit. Et cela est normal. Et on va donc tout à l'heure avec les amis, n'est-ce pas, qui sont sur ce plateau,
C'est vrai qu'il y a 2 chirurgiens, mais il ne faut pas penser que c'est la chirurgie qui amène des problèmes en médecine. Hein. Non, c'est un hasard. Hein. Donc, je vais juste introduire le sujet. Et M. Sanvi va donc nous faire l'état des lieux des conflits en milieu médical. Et Dr Gavoedo va nous parler des avantages de la médiation. On va voir la dia. Je vais juste introduire avec quelques diapos. Je vais aller très très vite, bien entendu. Oui. C'est bon? Non. Il est mis... Il y a Dr Johnson là-dessus. Bien. En fait, la médiation, c'est un outil de paix sociale. La médiation en santé, je la considère comme un outil de paix sociale. Et ceci, diapo, lorsque nous prenons donc cette définition de l'OMS que nous connaissons tous, vous voyez que l'être humain est composé de plusieurs compartiments. Et pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il y ait le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social. Mais chaque compartiment peut poser problème à un moment donné. Chaque compartiment. Donc, lorsqu'on parle de médiation en santé, on pourrait même dire plutôt médiation et santé. Parce que on va dans plusieurs axes, dans plusieurs domaines, et il faudrait donc que cette médiation en santé puisse vraiment arriver à ramener la paix, cette paix sociale dont je parlais. Nous avons souvent recours au règlement, diapo s'il vous plaît, au règlement classique des conflits. Hein. Lorsqu'on a un souci dans son entreprise, dans sa clinique, dans son hôpital, il y a les recours hiérarchiques, il y a les procédures disciplinaires, il y a les contentieux judiciaires et autres. Les syndicats se mettent dans la danse, mais souvent, diapo, à la fin, je dirais, mais après ça, après avoir utilisé les formes classiques des règlements et après, il y a souvent un gagnant et un perdant. Et quand il y a un gagnant et un perdant, l'atmosphère professionnelle est totalement viciée. Parce qu'il y a la cicatrice de ce conflit-là. Même si vous allez au tribunal, même si le syndicat a parlé, même s'il y a il y a un gagnant et un perdant, et l'atmosphère de travail n'est plus la bonne. Diapo. Alors, la solution, ce serait peut-être la médiation en santé, qui est donc une approche humaine et préventive, mise en place par un médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et qui facilite le dialogue. Là où le dialogue est rompu, il faut de la médiation, il faut remettre la parole, il faut faire passer les émotions et remettre les personnes ensemble qui puissent parler. Donc, outil de paix sociale parce qu'elle renforce la cohésion, elle améliore donc la communication, elle protège la relation soignant-patient et favorise, on l'a dit, un climat associé. Mieux communiquer pour mieux soigner. C'est une urgence. Donc, les équipes, apprenons à communiquer. Et là, je passe la parole au premier panéliste, M. Sanvi. Merci. Encore une fois, je salue tout le monde et bonne assise à tous. Il s'agira ici de faire un état des lieux des conflits en milieu médical. Comme vient d'introduire le doyen, les conflits en milieu médical représentent aujourd'hui un défi important pour le système de santé. Ils peuvent affecter les relations entre soignants, patients, ainsi que le fonctionnement des structures sanitaires. Ces situations ont des répercussions sur la qualité des soins, la communication et l'ambiance du travail. Diapo. Oui. De ce fait, nous avons 3 types de conflits qu'on peut observer
en milieu médical, à savoir conflit entre soignants, patients, conflit entre professionnels de santé, puis des conflits institutionnels. Si je viens parler de conflits entre soignants et patients, les conflits entre soignants et patients sont les plus fréquents et les plus visibles en milieu médical. Ils peuvent se manifester par des agressions verbales, des menaces, des contestations, des décisions médicales. Les refus de soins ou encore des incompréhensions liées au délai, au coût ou aux résultats des traitements. Les situations peuvent altérer la relation de confiance entre le patient et le personnel soignant, tout en perturbant la qualité de soins de la prise en charge médicale. Les conflits entre professionnels de santé. Ces conflits, pour rapport à ces conflits, nous pouvons parler des conflits entre médecins et infirmiers, entre médecins seniors et internes, entre différents services, entre l'administration et les équipes soignantes. Conflits entre, c'est toujours le même cas, conflits entre professionnels de santé. Ces conflits sont liés à des rapports hiérarchiques complexes, une surcharge du travail, un manque de communication et de coordination. Bon, en général, déjà, dans les centres de santé, nous l'observons, quand soit le patient vient, il est pressé, il est avec son enfant. Généralement, les parents qui viennent avec les enfants en pédiatrie ou en médecine générale, et ils sont pressés parce qu'ils doivent aller au boulot. Et l'enfant chauffe, et le patient trouve que, le parent trouve déjà que on traîne déjà à prendre en charge son enfant. Déjà, il peut commencer par faire du bruit. Vous dites, si vous ne faites pas vite, alors je vais repartir, je vais ailleurs, c'est pas comme ça. J'ai été ailleurs, j'ai été quelque part il y a une semaine, on m'a bien reçu, déjà à l'entrée, l'accueil a été fabuleux et tout. Voilà, bon, je peux faire rapidement raconter un cas chez moi, où il y a une patiente qui était venue avec sa fille, qui faisait du bruit. Je ne savais pas, et heureusement c'était aussi une ancienne camarade de classe, qui faisait du bruit, et je suis sorti et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand elle m'a vu, elle a inspiré, elle dit, bon, mon enfant chauffe. Et puis depuis là, ils n'ont rien fait. Et j'ai refusé alors qu'on fasse des soins, les premiers soins à mon enfant. Je veux repartir avec elle. Et je leur ai demandé, mais tu penses que c'est la meilleure solution de repartir avec l'enfant pendant qu'elle chauffe? S'il te plaît, laisse l'enfant au soignant et viens me voir au bureau. Et ça l'a apaisé. Vous voyez? Donc, cette situation déjà a créé des tensions, des menaces, des propos, déjà entre elles, les infirmiers, les aides-soignants. Bon, voilà un peu. Conflits institutionnels. Les conflits institutionnels concernent principalement les désaccords liés à l'organisation du travail, le manque de ressources humaines et matérielles, la répartition des gardes. Il arrive que les soignants trouvent qu'il y a trop de patients, mais qu'ils sont carrément impuissants face à l'effectif. Quoi faire? Et aussi s'irritent. Et quand tu leur demandes, mais toi tu fais quoi? Ils peuvent d'office de répondre. Vous voyez qu'il y a du surcharge, qu'il y a trop de travail. Donc, il y a aussi la question salariale, la responsabilité médico-légale, les conditions de travail. Ces conditions peuvent affecter le fonctionnement des équipes, le climat professionnel, la qualité des soins apportés aux patients. À l'état actuel, c'est quoi la situation? Les violences et conflits dans le milieu de la santé sont en augmentation dans de nombreux pays. Les services les plus exposés sont les services d'urgence, psychiatrie, la réanimation, la pédiatrie, la médecine générale et les blocs opératoires. Cette situation s'explique notamment par la pression constante, la surcharge du travail, le stress des patients et les familles, ainsi que par le manque de moyens humains et matériels. Les professionnels de santé les plus exposés aux violences et aux conflits sont, il y a les infirmiers, comme je viens de le dire,
les aides-soignants, les médecins généralistes, les médecins urgentistes. Chaque patient veut que le médecin s'occupe d'abord de son parent. Chaque patient ou bien chaque garde malade trouve que le médecin traîne déjà quand il prend une consultation, mais ça a déjà fait 15 minutes et il ne m'a pas sorti. Pendant que j'ai mon frère là qui est en train de hurler de douleur ou bien de ci ou de ça. Cette exposition s'explique notamment par la proximité constante avec les patients et une forte charge émotionnelle, ainsi que des conditions de travail souvent exigeantes. Les professionnels de santé les plus exposés aux violences verbales qu'on peut rencontrer majoritairement, il y a comme violence verbale, violence psychologique et plus rarement violence physique. Bon, c'est rare de constater, de voir un patient qui se battre dans un centre de santé. Les facteurs de tension dans le système de santé. On a les facteurs liés au système de santé, les facteurs humains, on a aussi les facteurs organisationnels et facteurs sociétaux. Si je prends le facteur lié au système de santé, on peut parler de la saturation des structures sanitaires, insuffisance du personnel soignant, d'accord, du temps d'attente prolongé, l'épuisement professionnel des soignants. Il y a l'insuffisance des capacités d'accueil. Il y a voilà aussi un cas, souvent aussi le personnel d'accueil n'arrive vraiment pas à maîtriser l'affluence, surtout quand il arrive des jours, là, quand il y a affluence, ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser, les patients se mettent à hurler et à se fâcher. Il y a les contraintes administratives importantes. Facteurs humains, mauvaise communication, voilà. Manque d'empathie, stress émotionnel, erreur médicale, attente irréaliste des patients, difficultés culturelles et sociales. Facteurs organisationnels, il y a la hiérarchie qui est rigide, une mauvaise répartition des tâches. D'autres trouvent que son collègue fait plus ou moins que lui. L'absence de médiation. Il y a le conflit de pouvoir, manque de reconnaissance. Quelles conséquences ces conflits peuvent apporter sur les soignants? L'anxiété, la dépression, le burn-out. Je suis dépassé. Bon, stop. Il y a la peur d'exercer, perte de motivation. D'ailleurs, même si j'en fais plus, qu'est-ce que ça va m'apporter? Le départ de la profession. Sur les patients, il y a la baisse de qualité des soins, il y a des erreurs médicales, rupture de confiance. Donc, le patient n'est plus sûr que le traitement qu'on veut lui administrer peut vraiment apporter un bon résultat. Retard de prise en charge et insatisfaction. Sur les établissements, on peut parler de perte de confiance envers les institutions, accès massif aux informations médicales sur Internet et précarité sociale, violence générale dans les sociétés. Cette situation favorise fortement certaines situations favorisent fortement des conflits. Annonce d'un décès. Ça entraîne des conflits. Complications post-opératoires. Douleur chronique. Urgence saturée. Refus de certificat ou arrêt de travail. Erreur ou suspicion d'erreur médicale. Facturation. La facturation, voilà aussi l'un des points. Le patient veut toujours payer moins. Il ne veut pas savoir quel produit on l'a administré. Il va savoir. Décès inattendu. Addiction et troubles psychiatriques. Les moyens de prévention. Que faire? Moyens de communication, écoute active. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Explication claire. Information précoce. Consentement bien documenté. Moyens d'organisation, il y a les protocoles de gestion des conflits, le signalement du système des violences, présence de médiateurs et amélioration des conditions de travail. Il y a la formation, ici on parle de gestion de crise, communication difficile, et puis l'intelligence émotionnelle.
On observe une augmentation des violences verbales, une banalisation des activités, une montée du stress chez les soignants, une fragilisation de la relation thérapeutique, une féminisation des victimes de violences, une augmentation des plaintes médico-légales. En conclusion, les conflits en milieu médical ne sont plus des événements isolés. Ils reflètent souvent un système de santé sous tension où les patients sont plus exigeants et anxieux. Les soignants sont plus fatigués. Les ressources deviennent insuffisantes. Et de par là, je remercie encore une fois la CPB pour cette 6e journée où on a organisé des formations pour nos infirmiers, nos aides-soignants et nos sages-femmes. Et aussi particulièrement aux agents de l'accueil. Et tout ça, je pense que ça va contribuer à éviter des conflits dans les milieux sanitaires. La prévention repose sur une meilleure communication des organisations plus humaines et la protection des soignants. Voilà un peu, chers aînés, chers amis, l'état actuel que je peux exposer en bref sur la situation des conflits en milieu de santé. Merci. Allô. Merci, M. Sanvi. Donc, Dr Gavoedo, vous nous parlerez donc des avantages de la médiation dans le règlement des conflits sanitaires. Merci. Merci, Dr Johnson. C'est pour moi l'occasion de remercier le président de l'ACPB qui a bien voulu confier à ma modeste personne les avantages de la médiation. Je ne suis pas la personne la plus indiquée dans cette salle, puisqu'il y a d'autres aînés, médiateurs, mais je prends cela comme une injonction et je vais essayer de rendre le travail. Je suis Dr Gypsy Agavo-Edo, je suis chirurgien orthopédiste et médiateur en santé depuis quelques mois. Donc c'est loin du bistouri que je vais m'atteler à vous vendre la médiation en vous exposant les avantages de la médiation. La répétition étant pédagogique, la médiation, diapo s'il vous plaît. La médiation est considérée comme un mode alternatif de règlement des conflits efficace dans les domaines familial, professionnel, social, sanitaire et institutionnel. Il est préférable aux procédures contentieuses classiques. Quels sont alors les avantages de la médiation? Une résolution pacifique du conflit, cela a été dit en introduction. La médiation favorise le dialogue, l'écoute et la compréhension mutuelle. Elle permet de réduire l'escalade conflictuelle et de créer un climat apaisé. Au lieu d'un affrontement judiciaire, les parties recherchent ensemble une solution acceptable. La médiation préserve les relations humaines. Contrairement au procès, qui oppose souvent durablement les parties, la médiation cherche à maintenir et restaurer les relations. Particulièrement utile lorsque les parties doivent continuer à collaborer après le conflit. Lorsqu'on prend les relations familiales ou conjugales, les relations professionnelles ou commerciales, ou les relations de voisinage et dans notre cas, la relation soignant-soigné. Au-delà du procès, il va falloir que les gens se retrouvent. Et c'est en cela que la médiation est préférable au procès.
L'autre avantage de la médiation, c'est sa rapidité et son coût réduit par rapport au procès. Les procédures judiciaires peuvent durer des mois ou des années. Ça, nous le savons tous. La médiation permet souvent d'obtenir une solution en quelques séances, réduisant les délais, l'usure psychologique et les blocages relationnels. La médiation coûte souvent moins cher qu'une procédure judiciaire longue impliquant avocats, experts, frais de justice, déplacements multiples et les audiences. Elle constitue donc une solution économiquement avantageuse. La médiation garantit la confidentialité. Elle repose sur le principe de confidentialité. Les échanges, propositions, discussions ne sont généralement pas rendus publics. La médiation protège l'image des parties et la réputation des entreprises. Elle protège la vie privée des familles et ce qui est essentiel dans notre domaine, c'est le secret professionnel. En cela, la médiation est préférée à un procès. Dans la médiation, les parties restent maîtresses du jeu. Le médiateur ne tranche pas comme un juge. Il aide les parties à identifier leurs besoins, à clarifier leurs intérêts et construire elles-mêmes leur accord, favorisant une meilleure adhésion aux décisions prises. Et ça, c'est ce qui m'a particulièrement impressionné lorsqu'on faisait cette formation. Parce qu'en venant dans la formation, moi, je pensais que je venais apprendre comment régler les problèmes. C'est-à-dire, comme médecin ou chirurgien, les solutions venaient toujours de moi. Je pensais que dans la médiation, j'allais sortir de ma petite tête les solutions. Et j'ai été agréablement surpris lorsque le professeur Adjoa, à qui je rends hommage au passage, a pris le temps de nous expliquer que nous ne sommes que des facilitateurs dans la médiation et que jamais, au grand jamais, la solution ne doit sortir de notre tête ni de notre bouche. Et que parfois, ce qui est bizarre, même en tant que médiateur, vous pouvez voir les parties s'entendre sur quelque chose que vous-même, médiateur, vous jugez injuste pour une partie. Ça ne vous regarde pas. C'est leur accord. S'ils se sont entendus sur ça, ils vont signer le protocole d'accord comme ça. Donc, le médiateur n'est qu'un facilitateur. À aucun moment, même s'il a la solution, il ne doit sortir la solution. Il doit amener les parties à sortir eux-mêmes de leur discussion la solution. Je vous assure que ce n'est pas évident. On a fait des exercices et c'était un chaos total. La médiation a comme autre avantage une meilleure exécution des accords. Les accords étant issus de la médiation sont généralement mieux respectés, car ils ont été librement négociés par les parties elles-mêmes. Le sentiment de participation réduit alors les frustrations et les résistances. Le risque de retour du conflit est minime. Dans la médiation, vous avez un bien-être psychologique et un désengorgement des tribunaux. Le climat de médiation est moins agressif qu'un procès. Il diminue l'anxiété, réduit les humiliations publiques, favorise l'expression des émotions et aide à restaurer la dignité des personnes. La médiation contribue à réduire le nombre de dossiers judiciaires et favorise une justice plus accessible
et plus rapide, participant ainsi à une meilleure paix sociale. Quels sont alors les domaines d'application de la médiation? La médiation peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Là où il y a conflit, il y a possibilité de médiation. C'est aussi simple que ça. Partout. Il n'y a pas de domaine qui échappe à la médiation. Sauf lorsque ce qui est en jeu est pénal. C'est-à-dire lorsque ce qui est en cause est puni pénalement, c'est difficile de penser qu'on peut faire une médiation et éviter la prison ou bien éviter les amendes, tout ça. Mais il y a toujours une partie où les gens peuvent solliciter de la médiation, mais ça ne peut pas remplacer le procès en ce moment. Et l'autre limite de la médiation, c'est qu'à aucun moment, l'accord ne doit mettre en difficulté l'ordre public. Si votre accord va créer un problème à l'ordre public ou compromettre l'ordre public, ça ne passera pas. Voilà les domaines ou limites de la médiation, si je peux le dire. Donc, vous avez de la médiation familiale, c'est-à-dire tout ce qui est conjugal ou successorial. Vous avez médiation scolaire, sociale, communautaire. Tous les problèmes environnementaux peuvent être médiés. Dans notre secteur, la santé, on ne va pas se cacher. On a suffisamment de problèmes qui peuvent être médiés et nous avons beaucoup intérêt à solliciter la médiation parce que on n'a pas le temps d'aller au tribunal. Ça, je préfère m'occuper de mes malades que de faire les allers-retours au tribunal où je ne gagne rien, où je m'expose, où je ne suis pas habitué, ce n'est pas mon environnement. Donc, si je peux éviter ça, je pense qu'il faut l'éviter. Donc, la médiation est dans tous les domaines de la vie. Je vais finir en disant que la médiation apparaît comme un véritable outil moderne de gestion des conflits. Elle ne cherche pas uniquement à régler un différend, mais également à restaurer une communication, préserver les relations humaines et construire une paix durable. Elle constitue ainsi un instrument de justice consensuelle, un levier de cohésion sociale, un espace de dialogue et de responsabilisation des parties. Nos parents avaient tout compris. Tout se réglait sous l'arbre à palabre. Nous, on a pris des millions pour construire les tribunaux pour finalement ne pas être efficaces. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, docteur Agavo-Edo. Effectivement, vous nous avez montré les limites de la médiation qui sont donc tout ce qui est pénal, tout ce qui est qui peut poser trouble à l'ordre public. Il y a un pan de la médiation que nous devons aussi développer, c'est la médiation de projet. Tout à l'heure, j'entendais donc le président Soyentor dire qu'il faudrait que les contrats soient vus par la CPB et autres. Effectivement, lorsque nous nous mettons ensemble pour une mutualisation ou un contrat entre deux professionnels de santé ou avec une autre association, on peut mettre en place la médiation de projet qui va évaluer ces contrats, les analyser et trouver les points qui pourraient poser problème plus tard. Voilà. Ceci étant, nous allons donc vous passer la parole pour d'éventuelles questions. Merci. On les prend comment? Oui. On prend la liste d'abord, docteur Soyentor. Vous prenez la liste. Oui, ensuite. Docteur Soyedo. Oui. 2. OK. L'appétit vient manger, puisqu'après on va faire le repas, donc commençons par manger. Merci. Donc, le docteur Soyentor.
peux y aller? C'est bon? D'accord. Merci, Dr. Johnson. Merci à tout le panel. C'est un sujet très intéressant et très utile au corps médical en particulier et à l'ensemble de la société. Alors, je suis resté un peu sur ma faim après l'exposé du docteur Agavoedo. Je suis sur la partie qui constitue ma question. Alors, quelles sont les limites de la médiation? C'est ça ma question. Est-ce qu'une fois que le médiateur a trouvé une solution aux parties, est-ce que c'est fini? Ou bien quelques mois après, lorsque une partie va découvrir des aspects qui n'ont pas été soulevés pendant la médiation peut être remise en cause. Ou mieux, est-ce qu'il y a la possibilité encore après cette médiation qu'une partie remette ça en cause et se retourne encore vers le tribunal, ou bien lorsque c'est tranché, c'est définitif? Merci. Voilà ce que j'avais à poser comme question. Ma question, c'était une contribution et j'ai voulu laisser le doyen poser sa question parce que ma contribution allait permettre en partie de répondre à sa question. Parce que souvent, quand on parle de médiation, on n'imagine pas toute la portée de la médiation. Et c'est pour ça qu'au sein de l'Association des cliniques privées du Bénin, on s'est battu pour mettre en place un comité de médiateurs certifiés, non seulement des médiateurs certifiés, mais aussi des médiateurs certifiés en santé. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de conflits peuvent être réglés et réglés définitivement par la médiation. Parce que une fois que le protocole de médiation est rédigé, on peut le faire homologuer au tribunal, à la greffe, c'est définitif. Et il faut savoir que toutes les discussions qu'on a dans le cadre de la médiation sont entièrement confidentielles. Et on ne peut évoquer cela nulle part dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, par exemple, on a discuté dans le cadre de la médiation d'un conflit. On a abordé certains détails personnels dans le cadre de la médiation. Si, avant la fin de la médiation, quelqu'un décide, parce qu'avant la fin, quelqu'un peut dire, bon, moi, je ne veux plus, je veux arrêter, je ne veux plus finir par la médiation. Cette personne ne peut utiliser aucun des éléments qu'il a entendus lors de cette procédure de médiation devant un tribunal. Donc, tout ce qui est dit dans le cadre de la médiation est entièrement confidentiel. Autre chose qu'il est très important pour nous d'anticiper dans nos contrats, même les contrats que nous faisons avec les prestataires, avec les médecins prestataires, c'est de mettre, chaque fois nous voyons en cas de conflit ou de différend, si nous insérons dans le contrat qu'en cas de conflit ou de différend, le différend sera réglé d'abord par voie amiable ou à défaut par voie de médiation. Une fois que c'est écrit comme ça, la personne ne peut pas porter l'affaire devant un tribunal. Donc si déjà dans le contrat, c'est déjà écrit que le conflit sera réglé par voie de médiation, la médiation est reconnue comme un mode alternatif de règlement des conflits. Donc dans le règlement des conflits, il y a la voie amiable, il y a la médiation, il y a l'arbitrage et il y a maintenant les tribunaux. Et donc, si on a déjà rédigé dans notre écrit comme ça, noir sur blanc, par voie de médiation, ça veut dire que le conflit sera réglé par voie de médiation. Et donc, voilà un peu quelques petites contributions. Et ici, chez nous, on a vu même des désaccords entre une clinique et des sociétés d'assurance. Il y a parfois beaucoup de choses que nous ne pouvons pas forcément porter sur la place publique. Parfois, les sociétés d'assurance, les médecins conseils ont parfois des conflits avec certaines cliniques. Et parfois, la clinique peut savoir en partie qu'elle n'a pas complètement raison, qu'elle a un peu tort quelque part, mais elle a aussi raison quelque part. Et il y a des aspects que cette clinique ne veut pas mettre sur la place publique.
Et donc, c'est très important de savoir qu'il y a cette possibilité de recourir à la médiation où on va envoyer une demande de médiation à la société d'assurance et les deux parties vont s'asseoir, régler le conflit de façon confidentielle et un protocole est rédigé pour sceller définitivement. Donc, c'est juste des contributions et je sais que les panélistes vont encore plus répondre. Peut-être aussi une contribution. Et si vous pouvez nous dire qui demande une médiation, ce serait bien. Et qu'est-ce que ça coûte la médiation? Allô. Merci. Je remercie le docteur Soudiedo pour son intervention. Et vous avez constaté avec moi qu'on a d'autres médiateurs plus avertis dans la salle qui ont déjà, d'une manière ou d'une autre, répondu à la question posée. Oui, une médiation peut être demandée par un tribunal. C'est-à-dire, vous avez une affaire qui est portée devant la justice et le président ou le juge estime qu'on peut régler ce problème en médiation d'abord. Depuis, je pense par exemple, c'est un exemple, hein, depuis la dernière loi sur le foncier, tous les problèmes fonciers au Bénin doivent faire l'objet de médiation d'abord. Ça, il n'y a même pas de... C'est obligatoire, par exemple. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, tous les problèmes de foncier doivent passer en médiation d'abord avant d'être tranchés, si échec, par un tribunal. Lorsque c'est la justice qui sollicite la médiation, le protocole d'accord issu de la médiation est déversé au juge qui a demandé. Et en ce moment, c'est une décision de justice qui sera rendue sur la base de ce sur quoi les parties se sont entendues. Après, vous n'avez plus de possibilité de revenir là-dessus. C'est une décision comme toutes les autres décisions de justice. Oui. Comme la médiation peut être demandée par une partie, c'est-à-dire vous avez un conflit avec quelqu'un, par exemple dans votre clinique, vous avez un conflit et puis vous sollicitez une médiation. Le médiateur qui a été contacté va se rendre, va contacter l'autre partie pour lui faire comprendre que la partie adverse a sollicité une médiation. Êtes-vous d'avis pour entrer en médiation? Et tout ça fait l'objet d'abord d'un protocole préalable. Les deux parties doivent être d'accord pour entrer en médiation. Et comme le docteur Sointon l'a su bien dit, ce n'est pas parce que vous entrez en médiation que vous êtes tenu de rester en médiation jusqu'à la fin. Vous pouvez sortir de la médiation à tout moment. Une médiation n'est pas faite pour forcément aboutir. Elle peut échouer. Elle peut échouer, même lorsque c'est un tribunal qui a demandé la médiation. Si après discussion, on n'est pas parvenu à un protocole d'accord, le médiateur rendra compte à l'autorité qui a demandé la médiation. On a échoué. Et en ce moment, ça va être dénoué au tribunal. Voilà pour la question qui concerne, oui, le docteur Akadiri aussi qui est médiateur, vous avez compris, un médiateur qui pose
une question à son jeune médiateur. Vous voyez qu'il y a des pièges. Hein, je savais qu'il y avait des pièges dans cette affaire-là. On est en train de voir les pièges maintenant. Voilà, qui peut demander la médiation, on en a parlé. La médiation a un coût, ce n'est pas gratuit. Si c'était gratuit, moi, je n'allais pas faire la formation. Merci. Merci. Oui, le coût de la médiation. En fait, si nous prenons le système français, c'est assez bien codifié. Hein. C'est par heure. Une médiation ne fait pas plus de 4 à 6 heures, mais c'est payé à l'heure. Dans nos milieux africains, même quand vous prenez l'acte uniforme de l'OADA sur la médiation, il n'y a rien par rapport au coût, mais il y a des intrants qui rentrent dans ce processus. La médiation se fait où? Il y a un local, il y a un coût. Et il faut savoir que tous les coûts qui vont donc être dans ce système, la salle, ou même, il y en a qui vont dans des hôtels, il y en a qui louent des bureaux, ce sera payé sûrement par dans votre note d'honoraires, vous allez les mettre à part, et ce qui est médiation est à part, mais tous les frais annexes aussi, il faudra les préciser et autres. Alors, le médiateur aussi, bon, c'est comme quand on est chez l'avocat, il y a des honoraires. C'est combien? Bon, ça dépend. Ça dépend un peu de votre capacité, de ce que vous valez. On dirait un médecin, bon, mais on sait il vaut tant de francs à l'heure ou autre. Donc voilà, vous verrez les coûts là-dessus. Mais ce qui est sûr, je veux vous dire que le coût de la médiation est fortement moins cher que le coût d'un procès. Ça, c'est clair. Donc voilà, si le docteur Kadiri est satisfait pour la question du coût, sinon on se verra après pour en reparler. D'accord? Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bien. Comment? Une réponse? Des questions? Non. Ok. Ben, on va donc laisser notre médiatrice ou médiateur. Ah oui, monsieur, il y a une question. Oui? Micro? Juste une petite question en milieu de travail. Lorsqu'il s'agit d'un employé avec un employeur, c'est-à-dire un nouveau recrue, qui déjà lors de la rédaction d'un contrat, il y a la fin au niveau du conflit, au niveau du règlement des différends, on met par voie de médiation. Ainsi, lui, il a le choix en ce moment. Il veut du boulot, il accepte tout, et puis peut-être lors du déroulé ou lors de l'exécution de ce contrat, on constate qu'il y a des vices, il y a tout. En ce moment, est-ce qu'il a encore le choix de rejeter ce qui a été mis au début, rester toujours dans l'option règlement par voie de médiation? Merci. Oui, merci. Oui, on a toujours le choix. Hein. On a toujours le choix. Et votre question, je la comprends. En fait, cette personne ne connaît pas ce que veut dire par voie de médiation. Et là, je voudrais peut-être demander que dans toute entreprise, dans toute clinique, il y ait quand même un petit noyau ou une personne qui règle ce genre de problème-là. Vous voyez souvent, mais bon, en cas de... je ne sais pas comment on dit ça, un numéro en cas de problème ou de appeler, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Mais là, revenant au contrat, si la personne préfère aller directement au tribunal, ça reviendra beaucoup plus cher. Donc, il faut expliquer à la personne, comme on dit, il vaut mieux s'entendre s'il y a un problème que de se dire, bon, ben, on prend en même temps, on va au tribunal, on prend un avocat, on prend... Vous dites que c'est une jeune recrue. Il va payer ses frais de justice, là, comment? Alors que discuter dans l'entreprise
avec quelqu'un du problème, et s'il le faut, bon, maintenant, avec ce qui est en train d'être mis en place avec la CPB, poser le problème au niveau de la CPB pour que justement la CPB fasse cette médiation-là. C'est forcément plus simple. Hein? Donc, règlement à l'amiable, oui. Même au niveau du code du travail, lorsqu'il y a des problèmes au niveau donc, des entreprises, on vous demande d'aller oui, il y a la conciliation. Il y a la conciliation au niveau donc, de la main-d'œuvre. C'est une forme de médiation. Et c'est lorsque la conciliation échoue que l'inspecteur du travail envoie votre dossier au tribunal. Donc il y a toujours la médiation d'abord avant de commencer. D'accord? Vous voulez dire? Oui, moi je tiens à souligner certaines choses. Je pense déjà que, en tant que responsable de centre de santé, on est conscient que le patient a envie qu'on s'occupe de lui, qu'on se préoccupe de lui. D'accord? Et comme l'a dit le doyen, si nous mettons les numéros verts en cas de problème, appelez ce numéro par exemple, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc chaque clinique peut quand même s'inscrire pour avoir un médiateur, pour des conflits internes. Vous savez, il y a des situations où l'employé ne peut forcément pas dire ce qu'il a sur le cœur à son patron ou à son employeur. Et c'est face au médiateur qu'il aura à dire réellement le problème qu'il y a. Et vous voyez, et ça permettra aussi à l'employeur de savoir quand même, d'avoir une autre manière de faire son management. D'accord? De faire le coaching de son personnel. Sinon, ça va conduire au chaos. Vous imaginez déjà le médiateur qui appelle un patient parce que la clinique demande d'aller à médiation pour régler le différend, parce que la clinique a essayé d'appeler le patient et le patient ne voulait vraiment pas entendre, et que le patient apprenne qu'il y a un médiateur, telle clinique, ou bien je prends par exemple la clinique Serena, un médiateur qui vient de m'appeler et pour régler le différend. Vous voyez, mais si ce patient la veut ou pas, il va accepter la médiation. Ça va fidéliser le patient. Vous voyez, ah non, va à telle clinique, là, ils vont bien s'occuper de toi. S'il y a un problème, c'est que ça va être réglé. Donc, je tiens à souligner cela aussi. Ce serait vraiment très avantageux qu'on s'inscrive, que chaque clinique ait quand même un médiateur. Et il est aussi vrai qu'on ne peut pas s'auto-médier. C'est-à-dire, si je suis médiateur dans ma clinique, s'il y a un problème, je ne peux pas régler. Je ferai appel à un autre collègue pour venir faire la médiation chez moi. Voilà, merci. Merci, je crois qu'il y a plus de... Ah oui, il y a une question. Oui, madame, micro, madame. Merci. J'ai juste une seule question à vous poser. Quels peuvent être les freins principaux qui empêchent le recours systématique à la médiation en santé? Oui, non, on l'a dit tout à l'heure, on entre en médiation après accord des parties. Lorsqu'une des parties n'est pas d'accord pour la médiation, il n'y a pas de médiation. Il y a un souci dans votre clinique ou vous avez un souci avec un patient. Vous proposez la médiation. Le médiateur, vous faites d'abord une lettre de demande de médiation. OK? Le médiateur va voir l'autre partie, vous dire, ah, madame Untel voudrait que votre problème soit réglé par la médiation. S'il dit je ne veux pas, ben, il ne veut pas. C'est un des freins. L'autre frein, c'est la méconnaissance justement de l'outil de la médiation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour que justement ce ne soit plus un frein et qu'on ne se dise pas. Maintenant, on a dit que le médiateur est neutre. Il a dit tout à l'heure, si moi je suis directeur de ma clinique, je ne vais pas être médiateur de ma clinique. Il n'y a pas de neutralité. Ouais, donc, ça va être un frein si l'une partie sent que le médiateur n'est pas neutre, il peut dire non, je refuse.
OK? Donc voilà un peu les freins. Je ne sais pas si vous avez d'autres freins. Non, il n'y a pas d'autres freins. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans le processus de médiation, vous pouvez proposer à la partie plusieurs médiateurs. Par exemple, si c'est une médiation institutionnelle, c'est-à-dire demandée par un tribunal, le tribunal peut proposer 3 noms de médiateurs agréés. Et les parties vont voir, par exemple, si tel médiateur n'a pas de lien, je ne sais pas, avec tel membre de la partie adverse. Ou, voilà. Donc, ils peuvent avoir le choix du médiateur. Ça, c'est important. Et en matière de médiateur en santé, lorsque le problème oppose une structure ou bien un agent de santé avec un patient, c'est toujours bien d'avoir une équipe de médiateurs dont l'un n'est pas médecin. Ça fait partie des petites subtilités que le professeur Adjoa nous a soufflées. Parce que le patient, s'il voit que le médiateur qui est venu est un médecin et que lui, il a un problème avec le médecin, on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Il va dire, voilà, ils sont allés chercher un des leurs pour venir m'amadouer. Mais s'il voit qu'il y a un quand même qui n'a rien à voir avec la médecine, qui à la limite, soit c'est un juriste ou un commerçant peut être médiateur, ou une personne ressource qui a quelques connaissances en médiation, ça le rassure. Donc, à nous d'utiliser tous les moyens possibles pour régler nos problèmes en médiation. Ça, sincèrement, je souhaite bien que la prochaine édition de formation, qui a beaucoup plus d'inscrits, et peut-être qu'on va demander aux auteurs Sorrento de demander prochainement s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir une préinscription pour voir si on peut encore organiser une autre vague de formation. Vous faites votre formation de médiation, vous pouvez ne pas exercer comme médiateur, mais ça vous change votre façon de voir les choses au quotidien. Ça, c'est clair. Vous ne sortez pas de la médiation telle que vous y êtes rentré. Non. Vous sentez le problème de loin. Le patient qui sera difficile, vous le sentez à 400 mètres. Il n'est même pas encore arrivé. Vous savez que lui, non, il faut commencer par changer de façon de parler parce que lui risque d'être procédurier. Et c'est comme ça que vous évitez les problèmes, les procès, ainsi de suite. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci. Bien. Donc, avant de passer la parole au rapporteur, je voudrais peut-être rappeler que la médiation en santé est fortement basée sur la gestion des émotions. Tout à l'heure, les causes de conflits en milieu sanitaire, il peut y avoir les décès, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir même la non-connaissance, n'est-ce pas, du jargon médical. Donc il y a beaucoup d'émotions et de très très fortes émotions parfois qu'il faut arriver à gérer. Donc cette médiation en santé, c'est un outil de prévention et d'anticipation de premier choix. Il vient de dire qu'il faut anticiper, n'est-ce pas, qui permet de renforcer la cohésion entre les acteurs du système de santé et favoriser une meilleure compréhension entre les patients, les professionnels de santé et le personnel administratif. C'est un tout, c'est un ensemble qui fait justement un centre de santé. C'est cet ensemble-là. Et le personnel d'appui, bien entendu, je vous remercie. Sur ce thème qui a porté sur les conflits en santé, la médiation comme mode de règlement des conflits en santé, en premier lieu, nous allons rappeler que la médiation est un processus dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable du litige. Ce tiers se veut neutre, indépendant et impartial.
et donc qui facilite le dialogue pour que les parties trouvent une solution à leurs problèmes. Ce mode de justice se veut souple et participatif, contrairement au mode de règlement classique des litiges dont le délai et le coût peuvent constituer des obstacles et les solutions rendues, les décisions entraînent la division et la rupture du dialogue entre les parties. Dans la première partie de ce panel, nous avons apprécié l'importance de la médiation, en l'occurrence dans le domaine de la santé. Nous avons vu que les conflits en santé, il en existe de différents types. Les plus courants, c'est les conflits entre les patients et les soignants, dont les causes sont multiples et multiformes. Généralement, nous avons la proximité entre le soignant et le patient, la charge émotionnelle, le stress, les conflits entre les patients, entre les soignants eux-mêmes, qui résultent généralement des rapports hiérarchiques, du manque de communication, du manque de moyens matériels et financiers, et les conflits entre les institutions de santé dont les causes sont liées à l'organisation, à la mauvaise répartition des tâches. Ce genre de conflit entraîne des conséquences, notamment sur les patients d'abord, à savoir la qualité de soins qui est prodiguée aux patients, la rupture de confiance ou la perte de confiance envers les institutions, envers les soignants, et des conséquences sur le personnel soignant lui-même, à savoir la dépression, le burn-out, la perte de motivation, et sur les institutions, comme par exemple la perte de confiance des soignants envers les institutions, la qualité de vie au travail, le climat social qui est endommagé, et l'ambiance de travail qui est totalement détériorée. Donc, la deuxième partie du panel nous a permis d'apprécier la médiation comme un véritable mode de règlement de conflits en santé. Grâce à l'écoute active, le médiateur parvient à rétablir le dialogue et à favoriser la prise de solutions, la recherche de solutions équilibrées par les parties elles-mêmes. Et ce type de règlement présente de nombreux avantages en santé. On sait que le principe de confidentialité en santé permet de protéger la vie privée du patient, permet également d'améliorer la communication entre le soignant et le patient, et la recherche de solutions par les patients eux-mêmes, par les parties eux-mêmes, fait que les solutions prises sont pratiques, réalisables pour les parties et favorisent donc une meilleure exécution du contrat. On assiste dès lors à un désengorgement des tribunaux, à la préservation des relations humaines, à le renforcement de la cohésion et au maintien des relations humaines. La médiation peut également intervenir dans d'autres domaines comme familial, professionnel, environnemental, social, scolaire, institutionnel, et présente quelques limites, que ce soit dans le domaine pénal, mais également lorsque les parties décident de ne pas recourir à la médiation. En conclusion, on dira que la médiation apparaît comme un véritable outil moderne de gestion des conflits, notamment en santé. Et si on devait résumer en un mot, la médiation, c'est transformer les tensions en dialogue et les dialogues en solutions. Je vous remercie. Merci à tous. Merci, chers panélistes. Merci, Dr. Johnson. Merci également